J'invite maintenant Chris Manfredi, doyen de la Faculté des Arts, à présenter notre prochain conférencier. Merci Will, il me fait grand plaisir d'être ici avec vous en tant que doyen de la Faculté des Arts. Notre dernier conférencier est bien sûr connu à tout le monde ici. He is the former leader of the Liberal Party of Canada and has served as a cabinet minister under Prime Ministers Jean Chrétien and Paul Martin, as Intergovernmental Affairs Minister, and as Environment Minister. Avant son entrée dans la vie politique, il a eu une longue et distinguée carrière comme professeur de sciences politiques. Il est l'auteur de plusieurs publications. Today, he co-chairs the Liberal Caucus Legislative Committee and acts as Liberal critic for Intergovernmental Affairs, the Queen's Privy Council of Canada, Democratic Reform, Official Languages, and la Francophonie. Additionally, he is the Liberal representative on the Subcommittee on Private Members' Business. Messieurs, Mesdames, il me fait grand plaisir de vous présenter l'honorable Stéphane Dion. Merci, Monsieur le Doyen, de cette trop élogieuse présentation. J'aimerais quand même ajouter autre chose dont je suis peut-être le plus fier. Je suis aussi le fils de celui qui a été le principal conseiller de la Commission du bilinguisme et du biculturalisme, M. Léon Dion. J'étais très heureux, mesdames et messieurs, et très fier d'avoir été invité à vous faire une conférence jusqu'à ce que j'entende l'excellence des interventions qui m'ont précédé, ce qui me fait craindre de ne pas arriver à tenir le rythme, mais je vais quand même essayer. Un petit commentaire, outre l'excellent panel que nous avons entendu, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'un grand artiste que nous aimons tous est venu nous dire, avec beaucoup d'humour, de gentillesse et d'urbanité, que votre langue n'avait pas sa place dans la sphère publique et dans les institutions publiques et ne relevait que de la sphère privée, et qu'il n'y a pas eu une seule protestation, personne n'a hué ou interrompu, tout le monde a rivalisé de politesse avec le conférencier, les questions étaient d'une gentillesse. Eh bien, pour avoir vu comment les débats linguistiques se passent ailleurs dans le monde, je peux vous dire, cela n'est possible qu'au Canada et ne me fait que plus aimer mon pays. Alors la question, le bilinguisme a-t-il un avenir au Canada? Bien sûr que oui. Encore faut-il savoir si cet avenir sera optimal ou fragmentaire. Allons-nous améliorer substantiellement notre aptitude à parler nos deux langues officielles, ce qui sera mon sujet, le bilinguisme, la capacité de parler les deux langues. Notre aptitude à parler nos deux langues officielles, ou allons-nous plutôt nous contenter de faire le minimum? La langue anglaise et la langue française vont demeurer une caractéristique fondamentale du Canada. Elles ne seront pas supplantées par une autre langue. Et je vais expliquer pourquoi. Ça m'apparaît tout à fait impossible qu'une telle chose arrive. Puis je vais montrer que le bilinguisme anglais-français, après avoir progressé au Canada, comme l'a dit par exemple M. Allman, en fait du surplace depuis quelque temps. Enfin, je me pencherai sur la réalité du bilinguisme dans le Québec d'aujourd'hui. L'anglais et le français vont demeurer quoi qu'il arrive, les deux langues de prédilection au Canada. Indissociables de notre passé, elles façonneront notre avenir. Le fait que l'une de ces deux langues soit l'anglais nous pose deux défis, mais d'une autre manière, nous facilite les choses. Le premier défi, c'est la force d'assimilation que l'anglais exerce sur les francophones canadiens dans un continent massivement anglophone. Le second défi, c'est la difficulté, et c'est un peu paradoxal que je le dise ici alors que tout le monde est bilingue, mais quand même, la difficulté qu'il y a à motiver une population anglophone à apprendre une autre langue dans ce monde où l'anglais est la lingua franca par excellence. Quand on y pense, dès qu'un anglophone vous parle et que c'est un peu élaboré, un peu lent, on s'impatiente et on passe à notre langue, ce qui complique sa capacité d'apprendre d'autres langues. Mais avoir l'anglais comme l'une de nos langues officielles
nous confère un immense avantage. On ne risque pas de voir ici, au Canada, une autre langue non officielle s'imposer comme langue de communication entre nos deux communautés linguistiques. Alors qu'en Suisse, par exemple, les jeunes germanophones et francophones recourent de plus en plus à l'anglais pour communiquer entre eux, une langue tierce ne va pas s'immiscer comme véhicule de communication entre anglophones et francophones canadiens. C'est impossible, ça n'arrivera pas. Un problème de moins pour nous. Quant au français, langue officielle du pays, mais aussi langue internationale, le français est un choix logique comme langue seconde pour les anglophones canadiens. Le français exerce plus d'attrait sur les anglophones canadiens que ne le ferait une autre langue officielle qui aurait eu une diffusion plus restreinte. Je pense par exemple à la motivation que ça prend pour apprendre le flamand en Belgique, quand on n'est pas de langue flamande. Et de plus en plus, les jeunes flamands et les jeunes francophones se parlent en anglais. Enfin, le français n'est pas trop difficile à apprendre pour un anglophone, si je peux me permettre. Je sais que je ne l'ai pas vécu, c'est ma langue maternelle. Mais déjà que le mot bilinguisme soit le même dans les deux langues, c'est quand même un bon symbole. Peu après ma nomination comme ministre fédéral responsable des langues officielles, au début des années 2000, on m'avait affirmé que le mandarin était sur le point de supplanter le français comme langue seconde la plus étudiée par les élèves de Colombie-Britannique. Il y avait ce bruit qui courait. Alors je me suis empressé de faire la tournée des écoles d'immersion françaises dans cette province de Colombie-Britannique et, aux surprises, j'y ai rencontré quantité de jeunes Canadiens, surtout de jeunes Canadiennes, je dois dire, d'origine chinoise, parlant un très bon français. Et à part son Excellence qui est avec nous aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de Canadiens qui n'ont pas le mandarin comme langue maternelle, qui le parlent couramment. Aujourd'hui, les écoles d'immersion françaises sont tellement populaires en Colombie-Britannique que les places disponibles y sont parfois jouées à la loterie. Il faut vraiment se lever de bonne heure pour apprendre le mandarin comme langue seconde et vraiment travailler fort sur ses enfants pour les motiver à l'apprendre. Donc, à mon avis, ça n'arrivera pas. Le français va rester plus fort que le mandarin, y compris en Colombie-Britannique. En fait, aucune langue ne menace le statut du français en tant que deuxième langue la plus parlée au Canada après l'anglais. Certes, notre pays est de plus en plus multiculturel, comme on l'a dit, et donc multilingue, mais je ne crois pas, pour ma part, que cette réalité allophone va menacer le français en aucune façon. La réalité allophone canadienne est très hétérogène. Elle est à Montréal, elle est partout. Et elle compte plus de 200 langues maternelles. Selon le recensement de 2011, l'anglais est la langue maternelle de 58% des Canadiens et le français de 22% des Canadiens. Loin derrière, au troisième rang, vient le Punjabi, langue maternelle de 1,4% de la population canadienne. Comme vous voyez, on n'est pas dans les mêmes ligues. Un défi essentiel sera d'aider les quelques 235 000 immigrants que le Canada accueille chaque année à apprendre les deux langues officielles. Mais on sait qu'ils sont nombreux à le souhaiter. Newcomers to Canada show a strong interest in learning both official languages. According to the Canadian Association of Immersion Teachers, children of immigrants do very well in French immersion programs and often achieve better results than Canadian-born Anglophones. And according to a study by Canadian Parents for French, the majority of allophone parents believe that learning both of Canada's official languages would be an asset to their children. Cette réalité est certainement celle que je constate dans ma circonscription de Saint-Laurent-Cartierville. À peu près tous les jeunes allophones que je rencontre sont trilingues, parlent leur langue d'origine, le français et l'anglais. Rien ne montre que l'hétérogénéité multiculturelle croissante du Canada constitue une menace pour le bilinguisme officiel. Au contraire, tout indique que les deux grands volets linguistiques, les deux grands volets de notre diversité peuvent très bien cohabiter et même se combiner. Donc, les deux langues officielles du Canada continueront à refléter sa réalité. Mais combien serons-nous à les parler toutes les deux? C'est ça la question de notre rencontre aujourd'hui. Combien serons-nous à parler ces deux langues qui vont rester les deux langues de prédilection au Canada? Le Canada est et va demeurer un pays doté de deux langues officielles, d'accord,
Mais dans quelle mesure sa population est-elle bilingue? Dans quelle mesure sera-t-elle bilingue? Je sais que l'objectif, comme l'a dit M. le commissaire, n'est pas de rendre tous les Canadiens bilingues. Mais c'est quand même un idéal vers lequel on doit s'efforcer de tendre, comme tous les pays le font. Tous les pays tendent à essayer de rendre leur population moins unilingue que possible dans un monde global. Selon le recensement de 2011, la proportion de Canadiens en mesure de soutenir une conversation dans nos deux langues officielles est de 17,5 %. Les Canadiens les plus bilingues sont les francophones hors Québec, 84 %. Suivis des anglophones du Québec, bravo, 69 %. Des allophones du Québec, 50 %. Des francophones du Québec, 36 %. Des anglophones en dehors du Québec, 7,4 %. Et des allophones hors Québec, 5,6 %. Le bilinguisme fait-il des progrès au Canada? En 1971, 13,5 % des Canadiens étaient bilingues anglais-français. 13,5 %. Ce taux de bilinguisme a atteint 17 % en 1996. Et c'est ça mon problème. Ça fait du surplace depuis. On est à 17,5 %. On ne progresse plus. Quand je suis arrivé ministre en 2000, je voulais lancer un nouvel élan. Et je ne suis pas très satisfait de ce qui s'est passé depuis, mais c'est parce qu'on a eu la mauvaise idée de perdre le pouvoir. Mais ça, c'est autre chose. Certes, si on part de la commission Bébé, donc d'il y a 50 ans, nous avons fait des progrès remarquables. Mais si l'on ne considère que la dernière décennie, on voit qu'à certains égards, nous ne progressons plus. Il faut s'en rendre compte, arrêter de se vanter tout le temps, s'en rendre compte, avec lucidité, l'admettre et se donner un nouvel élan. In Quebec, the greatest progress over the last 50 years has been the massive surge in French learning by non-Francophones. In 1963, who would have imagined that in 2013, Quebec's Anglophones would be the most bilingual population in Canada, second only to out of Quebec Francophones? That almost 95% of Anglophone Quebecers aged 21 or less would be bilingual? That the massive linguistic transfers for immigrants towards English, so prevalent in 1963, would be more oriented toward French in 2013? In 1963, and even up to 1990, the Francophone minorities outside Quebec did not manage their own education systems, except in New Brunswick and a few schools in Ontario. Nowadays, there are Francophone school management structures in all the provinces and territories, and these structures are linked to a network of Francophone high schools, colleges, and universities. Nothing like this could have been hoped for in 1963. Et qui aurait pu prévoir l'extraordinaire engouement pour les écoles d'immersion française dans les provinces majoritairement anglophones? Selon le recensement de 2011, ces écoles comptent au moins 320 000 élèves. J'ai entendu un chiffre un peu plus élevé, mais j'ai le recensement de 2011. Donc si ça a accru depuis, tant mieux. 329 000 élèves. Ce que je veux dire, c'est que ces progrès sur plusieurs fronts, sur 50 ans, ne se sont pas faits tout seuls. Nous avons dû faire des choix collectifs, parfois difficiles et, à mon avis, faussement perçus comme contradictoires. Sure, the Official Languages Act and Bill 101, or the Charter of Rights and Freedoms and the Charter of the French language, might well have different sources of inspiration. But these measures, notwithstanding what their respective supporters might think, do complement one another. They have helped us make linguistic progress on every front. Mais pour mieux mesurer les défis qui nous attendent, cessons de nous comparer avec il y a 50 ans. Comparons-nous avec il y a 10 ans. Selon le dernier recensement, ou 5 ans même, selon le dernier recensement, la proportion de Canadiens en mesure de soutenir une conversation dans les deux langues officielles a à peine bougé entre 2006 et 2011, passant de 17,4 % de la population à 17,5 %. Sur le front de la connaissance du français, nous plafonnons aussi, et même régressons un peu. En 2006, 30,7 % de la population canadienne pouvait converser en français,
contre 30,1% en 2011. Au Québec, le taux de bilinguisme français-anglais est passé de 40,6% en 2006 à 42,6% en 2011, donc sur place. Ailleurs au pays, il a diminué, passant de 10,8% en 2006 à 10,2% en 2011. C'est des pourcentages. Vous allez me dire, regardons les chiffres bruts. Même les chiffres bruts ne sont pas très encourageants. En 5 ans, 2007, 2008, 2010, 2011, 5 ans, on a accru notre nombre de Canadiens bilingues de 20 000 personnes à peu près. 5 000 par année, pour un pays de 33 millions d'habitants, hyper éduqué. Regardons les choses en face, il y a du surplace. La baisse la plus préoccupante est celle enregistrée chez les jeunes anglophones vivant en dehors du Québec. The proportion of these youth able to conduct a conversation in both of the country's official languages was 15.2% in 1996. It has decreased steadily since then to 11.2% in 2011, a decline of 4 percentage points among the youth. Despite a rise in immersion program registrations that we are so willing to celebrate, and for good reasons, the proportion of young people outside Quebec exposed to the instruction of French as a second language over the past 20 years has decreased from 53.3% to 44%. So what is happening? Cela veut dire que hors Québec, l'effectif des élèves inscrits dans les écoles d'immersion française s'est accru de 23% entre 1991 et 2011. Croissance de 23%, c'est toujours de ce chiffre-là qu'on sort. Mais regardons l'autre chiffre. Cette hausse a été plus qu'annulée par un recul de 23% du nombre d'élèves inscrits dans un programme régulier de français langue seconde. Ce net recul est peut-être le revers de la médaille de la popularité des écoles d'immersion. C'est une hypothèse que je lance. Les parents et les élèves les plus motivés à apprendre le français vont dans les écoles d'immersion, de sorte qu'il y a moins de pression pour maintenir l'apprentissage du français dans les autres écoles. Sans volonté politique, l'apprentissage du français est réservé pour ceux qui vont dans les écoles d'immersion de plus en plus, et on néglige les autres écoles. Corriger ce problème est une priorité, peut-être même la priorité. Il faudra que le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada trouve des solutions et indique de quelle manière le gouvernement fédéral, dont ce n'est pas la compétence constitutionnelle, le gouvernement fédéral pourrait y contribuer. À ce propos, il serait bon de consulter les communautés francophones hors Québec, qui forment 4,3% de la population hors Québec. Le conseil de ces communautés francophones hors Québec serait très précieux, car ce sont ces communautés qui vivent en première ligne l'enjeu de la bilinguisation des anglophones. Pour ces communautés, l'élargissement de l'espace francophone passe par l'intégration de nombreux anglophones dans leur communauté. Indeed, many young francophones are forming couples with anglophones, getting married and starting families, what we call exogamous families, English and French. At least 2/3 of francophone children outside Quebec, 2/3, are growing up in families in which one of the parents does not have French as a mother tongue. This is the main challenge facing the future of the French language and communities in Canada. Assimilation doesn't come by madness. Assimilation comes in nowadays, I'm speaking of the 19th century, in nowadays, it's coming from love. Outside Quebec, the transmission of French to the children reaches a rate of 95% when both parents are francophone. There is almost never assimilation when both parents are francophones. But only 42%, so less than half of the children, will keep French when only one parent speaks French. Especially the mother, I think. If the mother doesn't speak French, I have a lot of concern. However, the rate goes up to 70% of these kids that will learn French and having French the rest of their life when the non-francophone parent also speaks French. So if you, as a francophone, you marry an anglophone who's bilingual, the likelihood that your kids will learn French is much higher than if you marry a unilingual anglophone. That shows how much for the future of francophone communities, it's key
to help more and more Anglophones to become bilingual. Everything is linked. Everything is linked. We are all together in this battle. J'en viens au Québec. Au Québec, je dirais que nous avons encore à nous convaincre qu'il n'y a rien à craindre du bilinguisme. À ceux qui prétendent que le français est menacé, etc., je réponds bien sûr qu'il faut être vigilant. Toujours. On est en Amérique du Nord, on sait très bien dans quel continent nous sommes. Mais tout indique que le fait français se porte bien au Québec, le bilinguisme ne menace en rien la langue de Vigneault. Selon les chiffres du dernier recensement, 94,4% des Québécois savent parler français. Ça n'a jamais été aussi élevé. 87% des Québécois parlent le plus souvent ou régulièrement le français à la maison. 89% le parlent majoritairement au travail, selon l'Office de la langue française. Et ces chiffres ont très peu bougé ces dernières années. Quand ça bouge, c'est peut-être même un peu à la hausse. En 1951, les Québécois de langue maternelle anglaise formaient 14% de la population. Aujourd'hui, ils sont 8%. En 2001, les transferts linguistiques des allophones étaient respectivement de 34,7% vers le français et 34,0% vers l'anglais. Aujourd'hui, ils vont à 40% vers le français et à 29,9% vers l'anglais. Among the newcomers who settle in Quebec, which language is the one the most known by the newcomers in Quebec? It is French now. At time of arrival, 58% speak French, 51% English, and 25% neither English nor French. Bon, Montréal. Certes, le pourcentage de résidents qui parlent uniquement le français à la maison est en diminution dans la région métropolitaine de Montréal. C'est un chiffre qu'on entend souvent. En 2001, 62,4% parlaient uniquement le français à la maison dans la région métropolitaine de Montréal. 62,4%. En 2006, 59,8%. En 2011, 56,5%. Mais ces nombres s'expliquent. De plus en plus de familles montréalaises parlent le français et une autre langue à la maison. En 2001, 13%. En 2006, 15,6%. En 2011, 18,2% des ménages montréalais parlaient le français et une autre langue à la maison. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande métropole, où il y a le brassage des populations, où il y a l'exogamie, on se marie entre nous, où il y a le multilinguisme partout. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas des francophones qui perdent leur langue. Ça donne des francophones qui tombent en amour avec des non-francophones et forment des familles. Voilà ce que ça donne. Il n'y a rien de mal là-dedans, n'est-ce pas? Au contraire. Alors on s'est tellement plaint des deux solitudes, maintenant qu'elles existent de moins en moins, maintenant qu'en fait, un anglo-québécois sur deux est marié avec un francophone, elle ne veut pas me dire que... Une fois, j'avais vu ça dans le Maclean's, on disait... la majorité des anglophones n'ont jamais eu une conversation sérieuse avec un francophone. Et plus tard, on lisait, 1 sur 2 est marié avec un francophone. On ne savait pas, nos anglophones, si romantiques. Alors, au Québec, il y a la loi 101. La loi 101 assure une protection linguistique très solide aux Français, ce qui rend, à mon avis, inutile toute mesure destinée à entraver indûment l'usage de l'anglais. Inutile d'enlever le statut bilingue à des municipalités dont la proportion d'anglophones est tombée sous les 50%. Si l'anglais baisse, pourquoi en plus on enlève des droits? Ça dépasse l'entendement. Inutile d'empêcher les jeunes francophones d'aller dans un cégep anglophone, des jeunes adultes à qui on dirait de ne pas aller dans un cégep anglophone, même quand ils ont les notes requises. Loin de servir la cause du français, de telles mesures punitives et frileuses ne feraient que nuire à la cause du bilinguisme au Québec. La loi 101 est loin d'avoir été affaiblie par la Cour suprême. Ça, c'est un autre mythe. Je dirais au contraire que les décisions de la Cour suprême ont rendu cette loi plus réaliste et plus acceptable, même pour les francophones. Aucun sondage, qu'on m'en amène un seul, n'indique qu'une majorité de Québécois soit ou ait été favorable à l'affichage unilingue. Pour mieux protéger le français dans le contexte nord-américain, il est raisonnable et sensé, comme l'a dit la Cour suprême, que le français soit obligatoire et même prédominant. Mais à quoi bon vouloir bannir les autres langues? Tout comme la Cour suprême, les Québécois s'opposent à une telle attitude. Consider the recent Quebec Bridge Schools controversy, les écoles passerelles.
The Supreme Court ruling did nothing to allow such schools. The court simply asked the Quebec government to consider each and every case on its own merits in order to avert unfair situations. In response, the Quebec government enacted legislation that limited to a few per year the number of students who can take that route to access the Anglophone school system. Alors, en conclusion, comme on le voit, mes amis, on peut faire plus et mieux. On peut faire plus, on peut mieux faire pour favoriser l'apprentissage de nos deux langues officielles. Nous devons mieux exploiter l'avantage extraordinaire que nous confère la portée internationale de nos deux langues officielles. Elle nous ouvre quantité de portes et de fenêtres vers le monde, vers un multiple univers culturel, scientifique et économique, dont nous avons évidemment tout intérêt à tirer pleinement parti. Le bilinguisme est un de nos meilleurs atouts. Le Canada est l'un des rares pays dont la population puisse pratiquer dans la vie de tous les jours deux langues officielles de portée internationale. Aimons ces deux langues, apprenons-les, servons-nous-en afin d'en tirer le meilleur parti possible. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you once again, Monsieur Dion. Just shows how important it is. Be careful who you marry. J'aimerais d'abord vous remercier tous et toutes d'être venus cet après-midi pour un événement que j'ai trouvé fascinant et mémorable. I'd like to thank all the people who participated par ordre alphabétique. My thanks to Warren Almond, to Fabienne Collat, Pierre Curzi, l'honorable Stéphane Dion, Ellen Gabriel, Catherine Leclerc, Sherry Simon, and Bernard Saint-Laurent. I would also like to thank the event co-organizers, the team from the Office of the Commissioner of Official Languages, including Official Languages Commissioner Graham Fraser, the team from the University of Ottawa, including Professor Richard Clément, the team from Concordia University, including Professor William Chabe, Philippe Quignon, and I'd also like to thank Dean Manfredi, Dean of the Faculty of Arts, and of course our own team here at NISC, and particularly Liz Farr and Petros Zaradis, who've worked so hard on this. I'll just say personally, when you do an event in Montreal on bilingualism, you want it to be good, but all you want is for it to be peaceful. You don't want there to be fistfights and so on. So I'd like to thank all of you for the respect and peacefulness that you've brought to this, which is maybe not the best segue to my next point, which is that I'd like you all to join us and have a glass of wine and some cheese outside. Alors encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et au vin.